Un après-midi glacial. Le grondement assourdissant des immenses presses à métaux de l'usine de Loris s'est tu d'un seul coup, tranchant le froid comme une lame. Les lourdes portes de fer se sont ouvertes, laissant échapper des centaines d'ouvriers au visage marqué par l'incompréhension et le chagrin. Ils ont franchi les grilles en silence, abandonnant derrière eux, sur les immenses chaînes de montage, des carcasses d'acier à moitié soudées, figées à jamais. Il fut un temps, pas si lointain, où ce nom résonnait comme le cœur battant de la mécanisation agricole. Wang Duchesne était un empire industriel colossal, ancré sur deux piliers titanesques, Bourgheim dans l'est de l'Alsace et Loris dans le Loiret. À l'apogée de sa gloire, cette alliance produisait des dizaines de milliers de machines, d'épandeurs et d'outils indispensables, animés jour et nuit par une main-d'œuvre féroce et passionnée. Aujourd'hui, le vacarme triomphant a cédé la place à un silence de cimetière. Les ateliers grouillants de vie ne sont plus que des cathédrales de tôle rouillée et de verre brisé, et des milliers de familles ont été brutalement dépouillées de leur dignité et de leur gagne-pain. L'Empire s'est volatilisé. Comment un pilier aussi robuste de l'industrie française, un géant qui avait traversé les tempêtes du XXe siècle, a-t-il pu être broyé si violemment sur ses propres terres? La réponse ne se trouve pas dans la qualité de son acier, mais dans l'arrogance d'un système. Ceci, c'est le dossier de l'ascension et de la chute vertigineuse de Wang Duchesne. Une leçon cruelle sur le prix de l'aveuglement stratégique et la mutation irréversible d'une ère industrielle impitoyable. Dans les brumes matinales de l'Alsace, bien avant que les usines géantes ne dévorent l'horizon, il y avait d'abord l'odeur âcre du charbon, le fer rougeoyant et la sueur des hommes. À Bourgheim, un petit village blotti dans une terre de tradition ancestrale, la famille Wang n'était pas encore un titan de l'industrie. C'était, à l'origine, une simple forge. Si l'on s'approchait de cet atelier originel, ce n'étaient pas des graphiques de production ou des tableaux de rentabilité que l'on trouvait, mais une symphonie brutale, primale et magnifique. Le martèlement sourd et régulier du marteau lourd sur l'enclume d'acier rythmait les journées, du lever au coucher du soleil. Les étincelles crépitaient comme des lucioles furieuses dans la pénombre étouffante de la pièce, éclairant brièvement les visages maculés de suie, sculptés par l'effort des artisans. Ici, on ne fabriquait pas de simples objets de consommation, on domptait le métal. On forgeait des outils conçus pour durer toute une vie, des pièces façonnées avec un respect quasi religieux pour la terre ardue qu'elles allaient devoir travailler. Le cuir épais des tabliers, la chaleur accablante qui émanait des fours, le sifflement aigu de l'acier incandescent, subitement plongé dans l'eau glaciale. Voilà l'ADN véritable de Wang. Chaque outil, chaque lame, chaque essieu portait l'empreinte de la main qui l'avait frappé. C'était une époque où le mécanicien connaissait intimement le paysan, où la robustesse de la ferraille était une question d'honneur personnel et de réputation locale. À des centaines de kilomètres de là, vers l'ouest, dans la douceur du Loiret, le scénario se répétait avec une force similaire, mais sous un autre étendard, Duchesne. À Loris, au cœur d'une France profondément rurale et agricole, une autre dynastie du fer prenait racine dans le sol fertile. L'atelier Duchesne sentait la terre humide de la vallée et la graisse épaisse des rouages. Les artisans de Loris ne cherchaient pas la sophistication mécanique à tout prix. Ils cherchaient la puissance brute, la résistance absolue face au sol argileux, dense et difficile de la région. Leurs charrues, leurs herses, leurs premiers outils agricoles manuels étaient taillés pour ne jamais plier. Quand un paysan achetait du matériel Duchesne, il achetait une promesse solennelle de durabilité. Dans ces ateliers aux toits de tuiles noircies par des années de fumée, le vacarme était continu et laborieux. Les hommes soulevaient des masses de fer incandescents, les muscles bandés par un effort surhumain, dans un balai mécanique que seule une vie d'expérience permettait de maîtriser sans accident. Il n'y avait pas encore de vastes chaînes de montage, pas de chronomètre pour mesurer la productivité à la seconde près, seulement la fierté silencieuse du travail achevé lorsque la pièce métallique refroidissait et révélait enfin sa forme définitive. Pendant des décennies, ces deux mondes, Wang à l'est, Duchesne au centre, ont existé séparément,
sereins et parfaits dans leur dimension artisanale, maîtres incontestés de leurs petits domaines respectifs. Ils représentaient l'excellence d'une époque où le temps s'écoulait lentement, au rythme immuable des saisons et du pas lourd, majestueux, des chevaux de trait. L'agriculture française était encore une affaire de patience, d'efforts physiques démesurés et de traditions séculaires transmises de père en fils. Les outils sortis des forges de Bourgheim et de Loris suffisaient amplement à nourrir les populations locales. Mais l'histoire, dans sa marche aveugle et implacable, n'a que faire des équilibres parfaits. Puis vint le cataclysme. La Seconde Guerre mondiale a déchiré le monde, ravagé les campagnes françaises et laissé derrière elle une Europe exsangue, ruinée, affamée, avec des millions de bouches à nourrir et une main-d'œuvre paysanne tragiquement décimée par le conflit. Lorsque la fumée empoisonnée des canons s'est dissipée sur le continent, le silence dans les champs abandonnés était assourdissant. Le cheval, fidèle compagnon d'infortune et de labeur du paysan depuis des millénaires, ne suffisait plus à la tâche colossale qui s'annonçait. La terre ravagée réclamait d'être retournée plus vite, beaucoup plus profondément, et sur des étendues infiniment plus vastes. C'était l'heure de la grande reconstruction. C'était l'aube d'une nouvelle ère. C'était l'heure de la machine. Soudain, le vrombissement lourd, saccadé et inédit des premiers tracteurs a commencé à résonner dans les vallées pacifiées. La révolution mécanique n'était plus une option luxueuse. C'était une question de survie nationale absolue. Pour les forges artisanales comme Hei Wang et Duchesne, cette nouvelle ère apportait un dilemme existentiel et terrifiant. Du jour au lendemain, les commandes ont explosé. Les agriculteurs, poussés par l'urgence de nourrir le pays et aidés par les massifs plans de relance de l'après-guerre, ne demandaient plus un outil de temps à autre. Ils exigeaient des charrettes entières de matériel. Ils voulaient des épandeurs automatiques, des remorques surpuissantes, des systèmes complexes capables de s'atteler à l'arrière des nouveaux monstres d'acier motorisés qui commençaient à arpenter les champs. La tension est montée d'un cran sous les toits étroits de Bourgheim et de Loris. Le rythme rassurant, presque musical, du marteau sur l'enclume ne pouvait tout simplement plus répondre à la cadence frénétique et brutale imposée par le monde moderne. La sueur du seul artisan ne suffisait plus à combler la soif de machines d'une France en pleine mutation. Les vieux maîtres forgerons, ceux dont les mains étaient calleuses et brûlées par des décennies de contact intime avec le métal, regardaient, avec un mélange d'effroi, de méfiance et de fascination, l'arrivée inéluctable des nouvelles machines-outils lourdes. Il fallait grandir ou mourir écrasé par la concurrence naissante. Il fallait accomplir l'impensable, passer de la forge intime à l'usine rugissante. C'est précisément dans ce moment de bascule vertigineux, sous la pression colossale d'une époque en pleine ébullition, que les fondations du futur empire ont été coulées dans le béton armé. Les vieilles enclumes ont été brutalement remplacées par des presses hydrauliques gigantesques, capables de broyer l'acier en quelques secondes. Les petits fours à charbon ont laissé place à d'immenses hauts fourneaux électriques, crachant un feu continu. Les petites cours pavées, où l'on discutait autrefois du prix du blé avec le client, ont été englouties par l'ombre froide d'immenses hangars en tôle ondulée. Des trains entiers de matières premières commençaient à arriver sur des voies ferrées spécialement construites, déversant des tonnes et des tonnes d'acier brut qui n'attendaient qu'à être avalés par la gueule insatiable de l'industrie. Le vacarme est devenu permanent, une cacophonie métallique assourdissante qui faisait trembler le sol, même des villages environnants, effaçant le chant des oiseaux. La chaleur n'était plus celle, concentrée et chaleureuse, d'un foyer, mais celle, omniprésente, industrielle et suffocante, d'une usine fonctionnant à plein régime. Les ouvriers n'étaient plus seulement des artisans indépendants. Ils devenaient rapidement les rouages vitaux, mais remplaçables, d'un mécanisme naissant, infiniment plus grand qu'eux. Ils devaient apprendre à dompter non plus un morceau de fer rebelle, mais des cadences infernales, des volumes ahurissants, une standardisation méthodique qui avalait leur individualité d'artisans pour recracher une force de production collective terrifiante. Ce fut une période d'énergie pure, d'adrénaline collective et de défis titanesques. Les petits ateliers de jadis s'étiraient, gonflaient, repoussaient sauvagement leurs murs jusqu'à dominer le paysage local. L'esprit de l'artisan a dû se fondre dans la logique implacable et froide de l'industriel. Les graines d'acier avaient finalement germé.
Sans le savoir encore, dans l'euphorie de cette croissance fulgurante, Haywang et Duchesne étaient en train de forger les propres chaînes qui allaient, un jour, cimenter leur gloire planétaire, bien avant de précipiter leur effroyable chute. Les années qui suivirent sur la frénésie initiale de la reconstruction de l'après-guerre apportèrent une certitude brutale au monde industriel. L'artisanat, même poussé à l'extrême de ses capacités physiques et humaines, avait définitivement atteint le plafond de verre de ses limites. Le marché agricole français, désormais soutenu par des politiques nationales ambitieuses visant l'autosuffisance alimentaire du pays, s'était transformé en un monstre insatiable, affamé de mécanisation lourde et rapide. Il ne s'agissait plus d'équiper le village voisin avec quelques charrues forgées à la main, mais de fournir des régions entières, des plaines immenses réclamant des équipements capables de soutenir des rendements jusqu'alors inimaginables. À Burgheim, dans les couloirs de l'Est, les dirigeants de Haywang, forts de leur ingénierie de précision alsacienne méticuleuse, scrutaient l'évolution du marché. Simultanément, à Loris, les têtes pensantes de Duchesne, reconnus comme les maîtres incontestés de la robustesse paysanne et des châssis indestructibles, faisaient le même constat terrifiant. Ils comprenaient tous, avec une lucidité glaciale dictée par les impératifs économiques, que pour survivre, grandir et dominer dans cette nouvelle ère impitoyable, il fallait cesser d'être de simples concurrents fiers de leur indépendance. Il fallait devenir un mastodonte. Ce fut une alliance forgée non pas par romantisme ou par des affinités régionales, mais par un pragmatisme industriel absolu. Le mariage entre les ateliers de Pointe de l'Est et les forces brutes du centre donna naissance à une entité bicéphale redoutable, le groupe Haywang-Duchesne. Les signatures apposées sur les lourds contrats commerciaux ne scellaient pas seulement une transaction financière de grande envergure, elles déclenchaient une onde de choc sismique à travers les campagnes françaises et les marchés agricoles. Cette fusion spectaculaire apporta une injection massive et vitale de capitaux, mais surtout, elle imposa une réorganisation impitoyable, chirurgicale et parfois douloureuse de l'ensemble de la chaîne de production. Les méthodes d'antan, pleines de charme mais cruellement lentes, furent balayées d'un revers de main. L'heure était à la standardisation agressive. On rationalisa les catalogues tentaculaires, on fusionna de force les bureaux d'études, obligeant des ingénieurs aux philosophies opposées à parler le même langage technique. L'objectif était clair et non négociable. Combiner la finesse et l'innovation des mécanismes Haywang avec la force brute, lourde et quasi indestructible des conceptions Duchesne. Les petites cours d'usines familières furent rasées au bulldozer pour laisser place à des cathédrales de tôle, d'acier et de béton s'étendant sur des dizaines d'hectares de terres agricoles converties à l'industrie. À l'intérieur de ces nouveaux temples de la productivité, la révolution s'orchestra autour d'un concept radical pour ces anciens forgerons, la ligne d'assemblage en mouvement continu. Des kilomètres de convoyeurs suspendus furent installés dans la charpente, transportant des tonnes de pièces détachées au-dessus des têtes des ouvriers ébahis. Les cadences furent minutieusement chronométrées par des ingénieurs en blouse blanche. Chaque geste fut optimisé, décortiqué, chaque seconde fut rentabilisée à l'extrême. Le métal n'était plus travaillé avec amour. Il était usiné à la chaîne par des machines-outils titanesques, sourdes et aveugles. L'ère de l'industrie lourde de masse venait d'avaler l'artisanat. Les décennies qui suivirent cette transformation colossale marquèrent l'âge d'or, incontesté de l'empire naissant. Les usines de Burgheim et de Loris cessèrent d'être de simples lieux de travail pour devenir de véritables villes dans la ville, des monstres d'acier palpitants au rythme frénétique et épuisant des 3-8. La notion même de nuit semblait avoir été abolie autour des immenses sites de production. Dès la tombée du jour, des projecteurs industriels surpuissants percèrent l'obscurité, projetant des ombres gigantesques et illuminant des balais incessants de camions semi-remorques et de trains de marchandises interminables. Ces convois venaient d'égorger des milliers de tonnes d'acier brut et repartaient quelques jours plus tard, lourdement chargés de machines rutilantes prêtes à conquérir les champs. Le grondement sourd et sismique des presses d'emboutissage, le crépitement aveuglant, semblable à des éclairs, des centaines de postes de soudure alignés, et le sifflement perçant de l'air comprimé formaient une symphonie mécanique continue qui s'entendait à des kilomètres à la ronde, rythmant la vie des villages voisins.
À cette époque bénie, posséder un badge d'ouvrier chez Ewang Duchesne n'était pas un simple emploi. C'était un véritable statut social, une garantie de respectabilité. Des familles entières s'y succédaient avec fierté, le grand-père, le père et le fils pointant souvent à la même pointeuse mécanique, respirant la même odeur de graisse chaude. L'entreprise nourrissait des milliers de bouches de manière directe et indirecte, finançait généreusement les clubs de football locaux, sponsorisait les fêtes de village et bâtissait même des cités ouvrières confortables pour loger son armée de travailleurs. Elle était devenue le poumon économique incontesté, le cœur battant de deux régions entières. Sur les routes de France, il était devenu statistiquement impossible de rouler sans croiser, à un moment ou à un autre, un tracteur tirant un lourd épandeur à fumier, une tonne à lisier ou une remorque agricole portant la célèbre et prestigieuse estampille du groupe. Leur carnet de commandes débordait de plusieurs mois à l'avance, les bénéfices nets s'envolaient vers des sommets historiques et le nom de Ewang Duchesne résonnait comme un synonyme de suprématie industrielle absolue jusque dans les couloirs des ministères parisiens. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette atmosphère d'euphorie triomphante, sous la lumière aveuglante et chaleureuse du succès financier, que les premières graines invisibles de la destruction totale furent semées en silence. Le triomphe ininterrompu agit comme un narcotique extrêmement dangereux sur l'esprit d'entreprise. Depuis les bureaux lambrissés et climatisés des sièges sociaux, bien à l'abri du vacarme assourdissant, de l'odeur d'huile brûlée et des étincelles des ateliers, les hauts dirigeants contemplaient leurs impressionnants graphiques de croissance avec une complaisance qui s'avérerait fatale. Ivrés par leur quasi-monopole de fait sur le sol national, confortés par des chiffres de vente qui ne cessaient de grimper, ils se mirent à croire, avec une arrogance silencieuse, que leur forteresse industrielle était tout simplement inexpugnable. Ils avaient tellement l'habitude d'imposer unilatéralement leurs standards lourds et éprouvés aux agriculteurs qu'ils arrêtèrent totalement d'écouter, d'observer et de regarder au-delà de leurs propres frontières sécurisées. Pendant que l'Empire se gargarisait de la fiabilité de ces machines d'une autre époque, robustes, massives, mais technologiquement pétrifiées dans le passé, un vide créatif inquiétant et silencieux s'installait dans les départements de recherche et développement, désormais sous-financés. Ils ignoraient délibérément les murmures de l'innovation, les rumeurs de nouvelles technologies hydrauliques et d'électronique embarquée qui commençaient déjà à bouleverser le marché de l'autre côté de l'Atlantique et outre-Rhin. Au sommet de sa gloire inattaquable, Ewang Duchesne dormait à poing fermé, et dans l'ombre, les véritables prédateurs du marché mondial affûtèrent leurs lames. Pendant que Ewang Duchesne savourait l'ivresse de son hégémonie nationale, le monde au-delà des frontières françaises, lui, n'avait pas cessé de tourner. Bien au contraire, il accélérait. À l'aube des décennies qui allaient redessiner la carte de l'industrie mondiale, le visage même de l'agriculture connaissait une mutation foudroyante. Les petites exploitations familiales, fidèles clientes des robustes machines de Loris et de Bourgheim, étaient peu à peu absorbées par de vastes conglomérats agricoles. Ces nouveaux exploitants ne raisonnaient plus seulement en termes de durabilité à l'échelle d'une vie humaine. Ils calculaient en termes de rendement à l'hectare, de consommation de carburant à la goutte près et de rentabilité immédiate. Et pour répondre à cette équation froide et mathématique, le marché exigeait une nouvelle race de machines. C'est alors que l'horizon s'est assombri, non pas sous l'effet d'une tempête météorologique, mais sous l'avancée implacable d'une armada mécanique étrangère. Depuis les immenses plaines du Midwest américain, les colosses verts et jaunes de John Deere ont débarqué sur le sol européen, porteurs d'une philosophie industrielle radicalement différente. Presque simultanément, depuis l'autre côté du Rhin, les ingénieurs allemands de classe ont commencé à déployer leurs armées de moissonneuses et de tracteurs d'une précision chirurgicale. Ces géants étrangers ne se contentaient pas de vendre de la ferraille soudée. Ils vendaient en elle l'avenir. La dissonance entre l'offre de Ewang Duchesne et la nouvelle réalité du terrain est devenue brutale, presque insoutenable. Dans les couloirs feutrés de la direction française, un mantra mortel continuait d'être répété comme une prière religieuse. Le poids, c'est la fiabilité. Les ingénieurs maisons concevaient encore des monstres d'acier massifs, fiers de leurs tôles épaisses
persuadés qu'une machine incapable de plier était une machine parfaite. Mais dans la boue des champs, la réalité était tout autre. Les agriculteurs commençaient à se plaindre amèrement. Le poids excessif des équipements Heyang Duchenne tassait les sols, détruisant la fertilité des terres à long terme, et exigeait une puissance de traction démesurée qui engloutissait des fortunes en carburant. Face à ces mastodontes français vieillissants, les concurrents étrangers opposaient une agilité féroce. Les tracteurs américains et allemands intégraient des alliages plus légers, des systèmes hydrauliques d'une souplesse inédite et surtout les prémices de l'électronique embarquée. Leurs cabines étaient ergonomiques, insonorisées, pensées pour le confort de l'homme qui y passait 15 heures par jour. Un paysan qui essayait un équipement étranger réalisait soudain que son vieux matériel français, bien qu'indestructible, appartenait déjà au passé. Heyang Duchesne ne le savait pas encore, mais son acier n'était plus un bouclier. C'était devenu une ancre lourde qui allait l'entraîner vers le fond. La première véritable fracture n'a pas explosé dans un grand fracas. Elle s'est insinuée silencieusement dans les luxueux halls d'exposition du CIMA, le grand salon international de la machine agricole à Paris. Autrefois, les immenses stands de Heyang Duchesne étaient dans le centre de gravité incontesté de l'événement. Les foules s'y pressaient, les carnets de commandes s'y remplissaient à vue d'œil. Mais cette année-là, un frisson glacial a parcouru l'échine des commerciaux français. Les agriculteurs, autrefois si loyaux à la marque nationale, passaient devant les imposantes machines rouges et bleues d'Alsace et du Loiret avec un regard poli mais détaché. Leurs pas les guidaient inexorablement vers les stands concurrents, attirés par le chant des sirènes de l'innovation hydraulique et des designs futuristes. La loyauté patriotique venait de se fracasser contre le mur impitoyable de la rentabilité. Quelques mois plus tard, la froide réalité des salons s'est traduite dans l'encre noire des rapports financiers. Pour la toute première fois dans l'histoire glorieuse de la fusion, la courbe des ventes n'a pas seulement ralenti, elle a piqué du nez. Ce n'était pas encore l'effondrement, mais c'était le premier craquement sinistre dans la charpente de l'Empire. Au siège social, la panique sourde a été immédiatement étouffée par le déni absolu. Plutôt que de freiner la production pour repenser la stratégie, la direction a pris une décision terrifiante. Ils ont ordonné aux usines de maintenir les cadences infernales. Ralentir, c'était admettre la défaite, et l'arrogance de Heyang Duchesne ne le permettait pas. Le résultat de cet aveuglement s'est manifesté physiquement, de manière tragique, tout autour des usines. Les immenses cours goudronnés de Loris et les prairies bordant les ateliers de Bourgheim, autrefois de simples zones de transit effrénées où le matériel restait à peine quelques heures avant d'être expédié, ont commencé à se transformer. Lentement, implacablement, ces espaces sont devenus des cimetières de métal neuf, des centaines puis des milliers de machines flambant neuves, d'épandeurs parfaitement assemblés, de remorques étincelantes, ont été parqués en rangs serrés, s'accumulant semaine après semaine. C'était une vision à briser le cœur. À l'intérieur, derrière les murs de briques, les ouvriers continuaient de transpirer sang et eau, crachant leurs poumons dans la fumée des soudures pour tenir des quotas absurdes, fiers de chaque pièce qui sortait de leurs mains. À l'extérieur, dans un silence de mort, l'herbe haute commençait insidieusement à pousser autour des énormes pneus de tracteurs qui n'avaient jamais touché un champ. La pluie de l'automne alsacien et les frimas du Loiret se mettaient à mordre la peinture brillante, semant les premières taches de rouille sur des équipements mornés. L'Empire produisait désormais pour le vide, accumulant un trésor d'acier qui, sur le marché mondial impitoyable, ne valait déjà presque plus rien. La machine tournait toujours à plein régime, mais elle roulait droit vers l'abîme. L'histoire industrielle regorge d'empires qui ont sombré non pas sous les coups foudroyants de leurs concurrents, mais sous le poids écrasant de leur propre vanité. Face à l'invasion technologique étrangère, à la chute vertigineuse des ventes et à l'accumulation terrifiante de stocks invendus qui rouillaient lentement dans les cours des usines, la réaction logique, vitale, aurait été de déclencher un signal d'alarme général. Il aurait fallu arrêter immédiatement l'hémorragie, réduire drastiquement la voilure, fermer des lignes de production superflues et réinjecter chaque centime disponible dans la recherche et le développement pour rattraper le retard technologique. C'est ce que dictait le bon sens paysan qui avait fondé Heyang et Duchesne.
Mais ce bon sens avait depuis longtemps déserté les sommets de l'entreprise. Dans les conseils d'administration feutrés, très loin du vacarme assourdissant des presses hydrauliques, de l'odeur âcre de la soudure et du froid mordant qui figeait les machines invendues sur les parkings, le déni s'est métamorphosé en une fuite en avant suicidaire. Une dissonance cognitive mortelle s'est installée entre la direction et la réalité du terrain. Pour ces dirigeants, fiers architectes de la fusion, admettre qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne, admettre que leur colosse d'acier n'était plus désiré, équivalait à un suicide professionnel. L'empire Hwang-Duchesne ne pouvait pas trébucher. Son prestige national était trop grand, son aura trop aveuglante. Alors, plutôt que de faire face à la tempête avec humilité et de se réinventer, ils ont choisi la solution de facilité, le poison le plus doux et le plus mortel du capitalisme moderne, la dette. Des réunions à huis clos, tendues et secrètes, se sont multipliées avec des consortiums bancaires. Les directeurs, armés de tableaux de bord financiers rassurants et de projections de vente totalement déconnectées de la réalité des campagnes, ont réussi à négocier des lignes de crédit astronomiques. Des millions de francs ont été injectés dans les artères de l'entreprise. Mais cet argent frais, cette bouffée d'oxygène inespérée, n'a absolument pas pris le chemin des laboratoires de recherche ou des bureaux d'études. Au lieu de concevoir les composants électroniques et les systèmes hydrauliques légers qui leur faisaient de cruellement défaut, les capitaux empruntés ont été jetés dans le brasier pour maintenir artificiellement l'illusion de la grandeur. Les usines de Loris et de Burgheim ont reçu l'ordre insensé de continuer à produire à plein régime des équipements que personne ne voulait acheter, simplement pour ne pas avoir à annoncer des licenciements massifs et préserver la façade d'un géant en bonne santé. L'argent des banques servait à payer les factures d'électricité faramineuses, des hauts fourneaux, à honorer les salaires d'une main-d'œuvre utilisée pour remplir des parkings et surtout à rembourser les intérêts de dettes précédentes. Hwang-Duchesne s'était transformé en un trou noir financier. L'entreprise ne vivait plus de la vente de son savoir-faire agricole. Elle survivait sous perfusion bancaire, gonflant chaque mois un peu plus une bulle de crédit prête à éclater au premier coup de vent. La malédiction était scellée. Si dans les étages supérieurs, le flot d'argent emprunté maintenait une atmosphère d'arrogante tranquillité, en bas, sur le sol graisseux des usines de Loris et de Burgheim, la réalité était un cauchemar éveillé. La distance entre le costume cravate du financier parisien et le bleu de travail de l'ouvrier alsacien, ou loiretain, n'avait jamais été aussi vaste ni aussi cruelle. Sous les immenses toits de tôle, la frustration s'est transformée en désespoir pur. Les ingénieurs concepteurs, ceux-là même qui avaient autrefois fait la gloire de la marque, suppliaient la direction de débloquer des fonds pour moderniser les gammes. Ils brandissaient les catalogues de John Deere et de Claas, montrant l'urgence de changer de cap, de tester de nouveaux alliages, d'alléger les châssis. La réponse de la direction tombait toujours, implacable, comme le couperet d'une guillotine de bureau. Budget refusé, priorité à la rentabilité immédiate et au service de la dette. Pire encore, la pression colossale exercée par le remboursement des intérêts a forcé la direction à imposer une politique de réduction des coûts, cost-killing d'une brutalité inouïe qui allait frapper le cœur même de ce qu'était Hwang-Duchesne, sa légendaire fiabilité. Puisqu'on ne pouvait plus vendre autant de machines, il fallait que chaque machine produite coûte moins cher à fabriquer. Les ordres descendus du siège étaient draconiens. On a commencé à rogner sur l'inacceptable. L'acier lourd et coûteux, jadis fierté de l'entreprise, a été discrètement remplacé par des métaux de qualité inférieure, sourcés à la hâte. Les tolérances d'usinage ont été élargies pour accélérer les cadences sur les chaînes de montage, mais le coup de grâce a été porté au contrôle qualité. Des dizaines d'inspecteurs expérimentés, ces hommes aux yeux de lynx qui avaient le pouvoir d'arrêter une ligne entière si une soudure leur paraissait défectueuse, ont été remerciés ou réaffectés à des tâches productives. L'excellence a été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité de court terme. Les conséquences de ces décisions prises par des comptables sur des fichiers Excel se sont révélées désastreuses dans la boue des champs français. Pour la première fois depuis des générations, l'impensable s'est produit. Le matériel Hwang-Duchesne a commencé à casser. Des essieux qui se tordaient sous la charge en pleine période d'épandage, des soudures mal finies qui lâchaient
en plein milieu d'un sillon, des mécanismes de distribution qui se bloquaient à cause de pièces usinées au rabais. Les quelques agriculteurs loyaux, ceux qui avaient résisté aux sirènes étrangères par attachement patriotique et par confiance en la marque, ont été trahis de la pire des manières. Lorsqu'un paysan voit sa récolte compromise parce que son tracteur flambant neuf, payé à prix d'or, tombe en ruine, la colère est inextinguible. Les téléphones des services après-vente ont explosé sous les réclamations furieuses. Le bouche à oreille, autrefois le meilleur allié publicitaire de la marque, s'est transformé en un poison fulgurant. En l'espace de 2 petites saisons agricoles, la réputation de robustesse absolue, forgée à la sueur du front sur plus d'un demi-siècle, a été pulvérisée. En économisant quelques francs sur l'acier et le contrôle qualité pour payer les banques, la direction avait achevé de détruire son seul véritable capital, la confiance. La base de l'Empire était désormais totalement pourrie de l'intérieur et l'hiver approchait à grands pas. L'hiver s'abattit sur le Loiret avec une cruauté particulière cette année-là. Le froid mordant qui balayait les vastes plaines agricoles semblait s'être infiltré bien au-delà de la tôle et des murs de briques de l'usine de Loris. Il avait glacé l'âme même de l'entreprise. Il ne s'agissait plus de simples rumeurs murmurées, à voix basse et anxieuse dans la moiteur des vestiaires, ni de regards fuyants de la part des contremaîtres. La vérité, monstrueuse et inéluctable, venait de percuter de plein fouet la ligne de front. La grave crise de liquidité, si longtemps dissimulée, maquillée et repoussée par les artifices comptables désespérés du siège parisien, venait d'atteindre le point de rupture absolue. Les banques, effrayées par l'amoncellement d'invendus et la chute libre de la qualité, avaient finalement coupé le robinet du crédit. Sans argent frais, la machine s'étouffait. Et la première mesure d'urgence dictée par les financiers ne fut pas de repenser la stratégie, mais de sacrifier la chair à canon. La première vague de licenciements massifs ne fut pas précédée d'un discours d'explication ou d'une quelconque forme de compassion humaine. Elle arriva un matin de novembre, matérialisée par la distribution froide, silencieuse et méthodique de dizaines, puis de centaines d'enveloppes couleur craft. Sous la lumière blafarde des néons industriels, dans le vacarme encore assourdissant des presses qui tournaient par inertie, des hommes aux mains noircies par des années de cambouis durent de signer l'arrêt de mort de leur propre carrière. La scène était d'une brutalité insoutenable. Des métallurgistes d'expérience dont le père et parfois le grand-père avaient usé leurs poumons et leur jeunesse entre ces mêmes murs, lisaient les quelques lignes dactylographiées avec une incrédulité qui se muait rapidement en état de choc. On ne les renvoyait pas parce qu'ils avaient mal travaillé. On les renvoyait parce qu'une poignée de dirigeants, à des centaines de kilomètres de là, avaient pris de mauvaises décisions d'investissement. L'injustice de la situation frappait chaque famille de Loris comme un coup de poing à l'estomac. En quelques heures, la fierté d'appartenir à l'empire A. Wang Duchenne, cette armure invisible que chaque ouvrier portait en rentrant chez lui le soir, fut arrachée et piétinée. Les délégués syndicaux, pris de court par l'ampleur et la violence de la purge, tentèrent désespérément de contacter la direction générale. Ils exigeaient des réponses, des garanties, un plan de sauvetage pour sauver ce qui pouvait encore l'être, pour protéger les milliers de familles dont la survie dépendait exclusivement des salaires versés par l'usine. Mais à l'autre bout du fil, les téléphones sonnèrent dans le vide ou se heurtaient au ton neutre et procédurier d'avocats d'affaires fraîchement mandatés. Il n'y avait plus de patron à qui parler, d'homme à homme, comme à l'époque des forges. Il n'y avait plus qu'une entité juridique exsangue, cherchant désespérément à alléger sa masse salariale avant le naufrage final. L'abîme s'ouvrait sous les pieds des travailleurs de Loris et la stupeur vertigineuse des premiers jours allait très vite céder la place à une rage incandescente. La résignation n'a jamais fait partie de l'ADN des travailleurs de la métallurgie lourde. Le chagrin initial se mua, en l'espace de quelques nuits glaciales, en une colère sourde, profonde, viscérale. Si l'Empire devait couler, il refusait d'être noyé en silence dans la cale. Un matin, à l'heure où les sirènes auraient dû appeler le premier roulement à reprendre le travail, ce fut le fracas métallique des chaînes et des cadenas qui résonna. La grève générale fut déclarée. Les immenses grilles d'entrée de l'usine de Loris, d'ordinaire grandes ouvertes pour laisser passer l'incessant balai des camions de livraison, furent barricadées par des montagnes de palettes, de vieux pneus et de ferrailles de rebut.
Le piquet de grève s'installa dans la neige qui commençait à recouvrir le Loiret, transformant l'entrée du site industriel en un camp retranché. Pour combattre les températures négatives qui engourdissaient les membres, les ouvriers allumèrent de grands feux dans des fûts d'huile vides. Les flammes vacillantes projetaient des ombres dansantes et spectrales sur les immenses lettres rouillées du logo Haewang Duchenne qui surplombèrent l'entrée. C'était une image d'une puissance tragique. La lumière chaude des brasseros éclairait des visages tirés, creusés par l'angoisse des fins de mois impossibles, tandis que derrière eux, les gigantesques bâtiments de production, ces cathédrales de tôle qui avaient fait la gloire de la région, restaient plongés dans une obscurité cadavérique. La dissonance était à son comble. D'un côté de la barricade, une armée de travailleurs en bleu de travail couverts de graisse, les mains gercées par le froid, luttant désespérément pour conserver le droit de nourrir leurs enfants. De l'autre côté, derrière les grilles, les silhouettes sombres des vigiles d'une société de sécurité privée, engagés à la hâte par les liquidateurs parisiens pour protéger l'outil de travail contre ceux-là même qui l'avaient construit. Des hommes, en uniforme impeccable et casque anti-émeute, faisaient face à des mécaniciens armés de simples thermos de café brûlant et de pancartes peintes à la hâte dénonçant la trahison de la direction. La fracture sociale était devenue une plaie béante, exposée aux yeux de tous. Les jours s'étirèrent en semaines. La tension montait à chaque nouvelle rumeur, à chaque tentative de négociation avortée. Les syndicats se heurtaient à un mur infranchissable, celui de l'insolvabilité mathématique. Les médiateurs locaux et les politiciens de la région défilaient devant les braseros pour apporter un soutien de façade. Mais leurs mots sonnaient creux. Tous savaient, au fond d'eux-mêmes, que le mal était fait. Il ne s'agissait plus de savoir si l'usine allait repartir, mais d'obtenir des indemnités de départ décentes pour ne pas finir à la rue. Dans le froid mordant de cet hiver sombre à Loris, l'espoir s'éteignit lentement, remplacé par l'épuisement nerveux et la conscience terrifiante que toute une époque, tout un monde ouvrier était en train de brûler dans ces fûts d'huile. Le combat sur le terrain physique était perdu. La bataille allait se déplacer dans l'arène stérile et implacable des tribunaux. Pendant que la neige étouffait les feux de détresse des ouvriers massés devant les grilles de Loris et que le silence rongeait les ateliers figés de Bourgheim, une toute autre tragédie se jouait loin de la graisse, du froid et du métal. Loin de la sueur des hommes, le véritable arrêt de mort de l'empire Haewang Duchesne était en train de s'écrire dans l'atmosphère confinée, chaude et terriblement aseptisée des tribunaux de commerce et des cabinets d'avocats parisiens. Ici, la colère viscérale et le désespoir d'une vie de labeur brisée n'avaient aucune valeur légale. Le destin d'un géant industriel, autrefois fleuron de l'économie nationale, ne se mesurait plus à la qualité de ses soudures ou à la robustesse de ses charrues, mais se réduisait de manière implacable à des colonnes de chiffres à l'encre rouge, alignées sur des bilans comptables que plus personne n'osait regarder en face. La procédure de redressement judiciaire, initialement présentée par la direction comme un simple bouclier protecteur temporaire pour réorganiser l'entreprise, s'était très vite révélée pour ce qu'elle était réellement, une salle d'attente avant l'échafaud. Lorsque les administrateurs judiciaires, des hommes en costumes sombres armés de calculatrices et mandatés par l'État, ont ouvert les véritables livres de compte de l'entreprise, ils ont découvert un gouffre d'une profondeur vertigineuse. La réalité financière, soigneusement dissimulée pendant des années par des montages bancaires acrobatiques et une arrogance démesurée, éclatait au grand jour. L'entreprise ne souffrait pas d'un simple manque de trésorerie passager. Elle était métastasée par une dette abyssale, toxique, irrécupérable. La malédiction du crédit avait fait son œuvre. Chaque machine invendue sur les parkings, chaque bâtiment vétuste, chaque hectare de terrain représentait désormais un passif financier que plus aucune banque n'accepterait de financer. Dans cette phase critique, une course contre la montre désespérée fut lancée pour trouver le miracle. Un repreneur. Les dossiers de présentation, épais de plusieurs centaines de pages et vantant le savoir-faire historique de Haewang Duchesne, furent envoyés à travers toute l'Europe, atterrissant sur les bureaux des grands conglomérats concurrents et des fonds d'investissement. L'espoir était mince, mais il existait encore sur le papier. Peut-être qu'un rival étranger, un John Deere ou un Claas,
verrait une opportunité en or d'avaler un concurrent historique et de récupérer son vaste réseau de distribution en France. Des délégations d'acheteurs potentiels défilèrent discrètement dans les salles de réunion du siège. Mais la désillusion fut fulgurante. Ces hommes d'affaires pragmatiques, en ouvrant les dossiers, ne voyaient pas un empire majestueux à sauver. Ils voyaient une bête malade et ciblée par des syndicats en furie. Ils voyaient des usines d'un autre âge, surdimensionnées, inadaptées à la production moderne et nécessitant des centaines de millions de francs de travaux de mise aux normes. Ils voyaient surtout une masse salariale qu'ils jugeaient trop lourde, habituée à des acquis sociaux qu'ils refusaient d'assumer. Un par un, polis mais fermes, les investisseurs ont refermé les dossiers et ont quitté la table des négociations. Personne ne voulait hériter du fardeau d'un dinosaure. Face à cette débandade, le coup de grâce psychologique vint de l'intérieur. Les actionnaires historiques, ceux-là même qui avaient apporté des toasts au champagne lors de la grande fusion, organisèrent une retraite silencieuse. Refusant de réinjecter le moindre centime de leur fortune personnelle pour combler le trou, ils se volatilisèrent, abandonnant le navire à ses créanciers furieux. Le vide se fit autour de Hei-Wang Duchesne. La dernière ligne droite de cette agonie administrative se déroula un matin terne, dans la salle d'audience d'un tribunal de commerce de province. La pièce, recouverte de boiseries sombres et baignée d'une lumière blafarde, semblait bien trop petite pour contenir le poids de l'histoire industrielle qui s'apprêtait à y être effacée. L'air y était lourd, saturé de tension et d'une résignation palpable. D'un côté de la barre, les avocats des liquidateurs, visages fermés, triant méthodiquement leurs piles de dossiers comme des croque-morts, préparant un inventaire. De l'autre, relégués sur des bancs de bois inconfortables, les représentants syndicaux de Loris et de Bourgheim. Pour cette ultime confrontation légale, ces hommes avaient troqué leur bleu de travail couvert de graisse contre leur rare costume du dimanche, trop large et usé par le temps, dans une tentative poignante de faire valoir leur dignité face à la machine judiciaire. L'audience fut d'une brièveté glaçante, un véritable condensé de cruauté bureaucratique. Il n'y eut pas de grands plaidoyers passionnés, pas de larmes ni de cris. La justice commerciale n'a que faire des sentiments. Elle ne reconnaît que l'arithmétique de la solvabilité. Le juge, un homme d'âge mûr au regard neutre, fatigué de prononcer la mort d'entreprise, à longueur de semaine, feuilleta le rapport final de l'administrateur judiciaire. Le constat était sans appel, résumé en quelques phrases juridiques sèches et tranchantes. Aucun plan de continuation n'était viable. Aucune offre de reprise globale n'avait été déposée. Les quelques propositions qui traînaient encore sur la table n'étaient que des actes charognards. Des fonds vautours proposant de racheter le seul nom de la marque Hei-Wang et quelques brevets pour une poignée de francs, exigeant au passage la fermeture immédiate de tous les sites et le licenciement de l'intégralité du personnel. C'était inacceptable, mais c'était tout ce qui restait de la valeur de l'entreprise. Les syndicalistes, impuissants, tentèrent une dernière fois de prendre la parole, balbutiant des chiffres sur la productivité de la semaine passée, évoquant le dévouement de leurs camarades, suppliant le tribunal de leur accorder un délai supplémentaire. Mais le juge leva la main pour réclamer le silence. Le temps de l'indulgence était révolu. Les caisses étaient désespérément vides. Le magistrat ajusta ses lunettes, prit le document officiel entre ses mains et, d'une voix monotone, dénuée de toute émotion, prononça les deux mots les plus terrifiants du vocabulaire économique. Liquidation judiciaire. Le coup de marteau en bois massif frappa son socle, produisant un bruit sec, bref, définitif, qui résonna dans le silence mortuaire de la salle d'audience comme un coup de fusil. À cette microseconde précise, l'empire Hei-Wang Duchesne, le colosse qui avait équipé des générations de paysans, dominé les salons internationaux et nourri des milliers de familles à Bourgheim et à Loris, cessa d'exister. Sur le papier, il n'y avait plus d'entreprise, il n'y avait plus d'employés, plus de direction, plus de marque. Il ne restait qu'une masse créancière, un tas de ferraille, des bâtiments vides et des dettes à éponger, confiées aux mains froides d'un liquidateur dont la seule mission serait de tout vendre aux enchères, morceau par morceau, pour rembourser les banques. Le Titan n'avait pas été terrassé sur le champ de bataille de l'industrie en combattant ses rivaux à armes égales.
Il avait été silencieusement étouffé, asphyxié et rayé du registre du commerce par la signature d'un juge. Le meurtre administratif était parfait. La nouvelle funeste, transmise par téléphone quelques minutes plus tard, s'apprêtait maintenant à frapper les grilles des usines comme un raz de marée glaciale. Le jugement froid et chirurgical prononcé à Paris n'était qu'une abstraction bureaucratique d'encre et de papier. La véritable mort de l'Empire, A. Wang Duchesne, son agonie physique, charnelle et mécanique, s'est déroulée quelques jours plus tard, sous les vastes nefs de tôle de Loris et de Bourgheim. Ce matin-là, l'aube s'est levée sur les deux géants industriels avec la pâleur terrifiante d'un linceul. Aux abords des sites, il n'y avait plus ce balai incessant et rassurant de camions de livraison attendant l'ouverture des grilles, le moteur tournant. L'air était immobile. Il n'y avait plus de cadence infernale à tenir, plus de quotas absurdes à remplir pour engorger des parkings déjà saturés de machines invendues, plus de chefs d'atelier pour scruter les chronomètres de productivité. Il ne restait qu'une ultime tâche, incontestablement la plus cruelle de toutes: assassiner de ses propres mains l'outil de toute une vie. L'ordre de fermeture immédiate et définitive venait de franchir les portes de l'usine. Le dernier roulement d'ouvriers a traversé la cour d'honneur avec la lenteur solennelle et accablante d'un cortège funèbre. À l'intérieur des ateliers, l'atmosphère était étouffante, non pas à cause de la chaleur écrasante des hauts fourneaux. Ceux-ci avaient été éteints depuis des semaines dans une tentative désespérée d'économiser l'énergie, mais à cause d'une pesanteur émotionnelle insoutenable qui prenait à la gorge. L'usine ne sentait déjà plus l'acier en fusion, la sueur âcre ou l'ozone électrique des postes à souder. Elle exhalait de manière prématurée l'odeur froide, métallique et poussiéreuse de l'abandon. Ce jour-là, les hommes en bleu de travail n'ont pas fondu de métal ni assemblé la moindre pièce. Leur seule et unique mission imposée par les liquidateurs consistait à sécuriser le site, purger les kilomètres de circuits hydrauliques, vider les énormes cuves d'huile noire et nettoyer, une toute dernière fois, les bâtis qui les avaient nourris, eux et leurs pères, avant eux. Dans ces gestes de nettoyage mécanique, il y avait une tendresse déchirante, presque intime. Des tourneurs-fraiseurs expérimentés, aux mains rendues dures comme de la pierre, et sillonnées de cicatrices par des décennies de labeur, essuyaient méticuleusement les rails en fonte de leurs machines-outils avec des chiffons imbibés de solvant. Ils caressaient l'acier froid comme on apaise une bête fidèle et blessée avant de l'achever. Chaque ouvrier connaissait charnellement les caprices, les vibrations intimes et la signature sonore de sa propre machine. Il savait exactement comment lui parler, comment la régler au dixième de millimètre près par pure intuition pour en tirer la perfection absolue. Devoir la réduire au silence, la préparer pour la casse ou la vente aux enchères, relevait d'une véritable mutilation personnelle. Puis, l'heure fatidique, repoussée à la seconde près, est inévitablement arrivée. Le signal, muet, lourd et redouté, s'est propagé d'établi en établi, de nef en nef. Il fallait couper le courant général. Des hommes robustes, des forces de la nature qui n'avaient jamais reculé devant l'effort physique le plus épuisant, avaient les mains qui tremblaient au moment de saisir les lourds leviers des sectionneurs électriques. Un par un, les immenses disjoncteurs industriels ont claqué dans un bruit sec et implacable. Clac, clac, clac. À chaque levier baissé, une portion de l'usine rendait l'âme. Les gigantesques courroies de transmission ont ralenti leur course dans un crissement lugubre. Les derniers moteurs électriques ont gémi de manière décroissante en perdant leurs ultimes tours, jusqu'à s'arrêter totalement. Les énormes bras robotisés et les presses hydrauliques de plusieurs tonnes se sont figés en plein milieu de leurs mouvements, paralysés à jamais dans des postures grotesques d'animaux empaillés. En l'espace de quelques minutes interminables, sous le regard vitreux de ses créateurs, le cœur électrique de A. Wang Duchesne a définitivement cessé de battre. Et alors, le véritable monstre a pris violemment possession des lieux. Le silence. Un silence colossal, écrasant, totalement contre nature pour cette cathédrale de l'industrie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'air enfermé sous ces toits de tôle ondulés n'avait jamais été immobile. Il avait continuellement vibré, palpitant au rythme sismique des emboutisseuses, du hurlement perçant des scies circulaires, tranchant l'acier, et de la grande symphonie mécanique et humaine des 3-8.
L'arrêt brutal, net et définitif de cette respiration industrielle a créé un vide auditif si abyssal et inattendu qu'il en devenait douloureux pour les tympans. Les milliers d'ouvriers se tenaient en là, immobiles au milieu des allées d'assemblage soudainement perçues comme gigantesques et vides, écoutant l'absence de bruit. Ils pouvaient entendre, pour la toute première fois de leur vie professionnelle, le bruit de leur propre respiration saccadée, le froissement de leurs vêtements, le son mat de leurs chaussures de sécurité sur le béton taché, et le simple murmure du vent extérieur s'engouffrant par les interstices des verrières brisées. La lente marche vers les vestiaires ressemblait à la retraite silencieuse d'une armée vaincue en rase campagne. Dans la pénombre des longues rangées de casiers métalliques gris, il n'y avait plus les rires tonitruants, les débats animés et les plaisanteries rudes qui clôturaient d'ordinaire la rude journée de travail. Il n'y avait que des hommes, au regard vitreux, délassant leurs chaussures en silence. Chacun vidait méticuleusement son petit espace personnel. Un vieux calendrier des postes cornés, une photographie décolorée d'enfants punaisés avec soin sur le fond, en tôle, une médaille syndicale écaillée par le temps, ou un outil fétiche usé par les années que l'on glissait discrètement au fond de la poche par pure nostalgie. En retirant, pliant et rangeant leurs bleus de travail raidis par le cambouis pour la toute dernière fois, ces hommes ne quittaient pas seulement un uniforme réglementaire. Ils se dépouillaient brutalement de leur identité profonde, de leur fierté de bâtisseurs et de leur place dans la société. La longue procession humaine s'est finalement ébranlée vers la sortie. Des centaines d'hommes traversant une ultime fois l'esplanade principale, frôlant, en baissant les yeux les immenses cimetières de machines neuves invendues, ces monstres de fer immobiles qui commençaient déjà à se couvrir de fines plaques de rouille sous le ciel grisâtre. Les visages étaient fermés et taillés à la serpe. Certains masquaient leurs larmes derrière un masque de dureté et de mâchoires serrées. D'autres gardaient les yeux obstinément fixés au sol, psychologiquement incapables de lever la tête pour regarder une dernière fois l'imposante façade majestueuse qui portait le nom de leur usine. Lorsqu'ils furent tous sortis, regroupés sur le trottoir dans une sidération muette, un huissier désigné par la justice commerciale s'est avancé vers les lourdes grilles d'entrée en fer forgé. Le grincement aigu des charnières que l'on poussait pour refermer les battants sembla déchirer l'air et durer une éternité. Puis vint le cliquetis sec, lourd, métallique et implacable d'une épaisse chaîne en acier que l'on enroulait plusieurs fois autour des barreaux centraux. Enfin, le son mat du gros cadenas de sécurité qui se refermait d'un coup sec. Ce bruit de métal contre métal marqua le point final de l'histoire. C'était terminé. Le vent froid a balayé la route départementale, emportant avec lui les derniers échos de la colère, des rires et de la présence humaine. Derrière les barreaux scellés et glacés, l'empire bicéphale de Loris et de Bourgheim, jadis la fierté absolue de la France agricole et le fleuron de l'ingénierie mécanique, n'était soudain plus qu'un cadavre gigantesque de métal mort. Une forteresse silencieuse, froide et figée dans le temps, définitivement abandonnée à la lente, silencieuse et invincible morsure de la rouille. Le silence qui s'était abattu sur les usines de Loris et de Bourgheim le jour de la liquidation n'était que le prélude à un hiver économique bien plus long, infiniment plus dévastateur. Pour les milliers d'hommes et de femmes brutalement expulsés de leur outil de travail, le réveil, au lendemain de la fermeture, fut d'une violence inouïe. La chute d'un géant comme Haywang Duchesne ne se résume pas à des lignes de code effacées d'un registre de commerce ou à des actions qui s'effondrent en bourse. Elle se mesure, sur le terrain, au nombre de vies disloquées, de familles déchirées et de bassins d'emploi totalement anéantis. Dans les mois et les années qui suivirent, une diaspora ouvrière silencieuse et douloureuse s'est organisée. Quelques-uns, les plus jeunes ou les techniciens les plus qualifiés, ont réussi à fuir, s'exilant vers d'autres régions industrielles pour retrouver une place précaire sur des chaînes de montage lointaines. Mais pour la grande majorité, l'armée des anciens, la reconversion s'est révélée être une chimère cruelle. Trop âgés pour être embauchés ailleurs, trop spécialisés dans une métallurgie lourde qui n'existait tout simplement plus en France, des centaines de travailleurs ont sombré dans la spirale infernale du chômage de longue durée, de la dépression et de la perte d'identité. Les petits cafés des villages alentours, autrefois bruyants de leurs rires gras,
De l'odeur du tabac brun et de leurs débats syndicaux passionnés à la fin des 3-8, se sont vidés à une vitesse terrifiante. L'écosystème local, des petits commerçants jusqu'aux sous-traitants de la région, a subi une réaction en chaîne dévastatrice. Loris et Bourgheim, autrefois des cœurs battants et fiers de l'économie française, sont devenus du jour au lendemain des victimes collatérales de la mondialisation, des territoires meurtris portant à jamais la cicatrice béante de la désindustrialisation de masse. Pendant que les hommes tentaient douloureusement de reconstruire les ruines de leur vie, les usines, elles, ont été laissées à la merci du temps, des ferrailleurs et des éléments. La nature, toujours d'une patience infinie, a lentement entamé son œuvre de reconquête sur le béton et l'acier. Aujourd'hui, si vous vous aventurez aux abords de ce qui fut l'épicentre de l'empire Ewang du Chêne, le spectacle est d'une mélancolie foudroyante. Les immenses toitures en tôle ondulée, autrefois fièrement dressées vers le ciel comme des symboles de puissance, sont désormais éventrées, offrant l'intérieur des ateliers aux pluies battantes et aux vents glaciaux. Les vitres des grands halls d'assemblage, brisés par le vandalisme et les tempêtes, ressemblent à des yeux aveugles fixant un vide insondable. Dans les vastes cours intérieures, là où s'activaient jadis des centaines de caristes chargeant les convois d'expédition dans un balai incessant, le goudron s'est fracturé. Des herbes folles, des ronces épaisses et de jeunes arbustes ont percé la croûte d'asphalte, transformant les majestueuses zones de transit en d'immenses friches sauvages. Ces cathédrales industrielles ne sont plus que des squelettes monumentaux, des reliques d'une époque révolue qui s'effritent jour après jour dans l'indifférence générale. L'effondrement de Ewang du Chesne n'est pas seulement une tragédie locale. C'est un cas d'école monumentale, une leçon de macroéconomie d'une cruauté absolue. Ce désastre industriel nous enseigne que dans le grand théâtre impitoyable du marché mondialisé, le patriotisme économique, la fidélité des clients et la nostalgie du passé ne sont pas des boucliers viables. L'entreprise est morte d'une pathologie classique, presque banale dans la longue histoire du capitalisme. L'hybris, cette fierté démesurée, cette arrogance aveuglante des vainqueurs. Persuadés que leur domination écrasante d'hier garantissait leur succès de demain, les dirigeants parisiens ont confondu la robustesse physique de leurs produits avec l'immortalité de leur stratégie. Ils ont méprisé l'innovation de rupture, refusé d'écouter les avertissements hurlés depuis le terrain et ignoré avec mépris les mutations technologiques devenues de l'étranger. John Deere et Claas n'ont pas tué Ewang du Chêne par un complot obscur ou une concurrence déloyale. Ils l'ont terrassé au grand jour en proposant tout simplement à l'agriculteur moderne ce dont il avait réellement besoin pour survivre. La chute du titan franco-alsacien démontre implacablement que dans l'industrie lourde, cesser d'avancer, c'est déjà commencer à mourir. Pourtant, au milieu de ce champ de ruines conceptuelles et physiques, il reste un héritage paradoxal, presque romantique, très loin des tribunaux de commerce froid de la capitale, très loin des friches industrielles désolées de Lori et de Bourgheim, au fond de certaines granges poussiéreuses de la France rurale, le nom de Ewang du Chêne refuse de s'effacer. Il n'est pas rare, aujourd'hui encore, au détour d'un chemin de terre boueux à l'aube, d'apercevoir un vieil épandeur ou une lourde remorque agricole, la peinture d'origine complètement brûlée par le soleil, mais la structure intacte, vaillamment attelée à un tracteur moderne de marque étrangère. Ces machines, forgées dans l'acier pur des années de gloire par les mains calleuses des ouvriers sacrifiés, continuent de faire le travail harassant pour lequel elles ont été conçues il y a un demi-siècle. Elles sont indestructibles, d'une fidélité absolue à la promesse originelle de leur créateur. Et c'est peut-être là que réside la plus grande ironie et la plus profonde beauté de cette histoire tragique. L'entreprise arrogante qui les a commercialisées a été broyée par sa propre lourdeur. Ses dirigeants ont sombré dans l'oubli des livres d'histoire économique et ces usines majestueuses retournent inéluctablement à la poussière. Mais sur la terre arable, sous la pluie et le vent, l'outil forgé par le simple ouvrier, lui, a survécu à l'Empire. Dans le silence glacé de l'hiver, sur les immenses champs labourés, ces reliques d'acier rouillé témoignent encore, avec une obstination farouche et muette, de la grandeur passée d'un temps où le fer avait une véritable âme. L'histoire de Ewang du Chesne dépasse largement le cadre d'une simple faillite d'entreprise. C'est une parabole intemporelle presque tragique sur l'illusion mortelle de la permanence.
Nous bâtissons des empires d'acier, de béton et de bruit, en nous persuadant secrètement que leur masse physique et leur domination écrasante suffiront à les rendre invulnérables aux assauts du temps. Mais l'industrie mondiale, tout comme la nature sauvage, obéit à une loi d'évolution darwinienne impitoyable. Ce n'est ni le plus lourd, ni le plus massif qui survit, mais celui qui est le plus apte à s'adapter au changement. Les dirigeants de Loris et de Burgheim ont tragiquement confondu le poids de leur passé glorieux avec la garantie de leur avenir. Dans leur arrogance silencieuse, ils ont oublié la vérité la plus fondamentale du monde ouvrier. Ce n'étaient maintenant pas les murs gigantesques de l'usine, ni l'épaisseur du métal qui faisaient la véritable force de leur marque. C'était l'intelligence, la capacité d'innovation et la sueur des milliers d'hommes et de femmes qui y consacraient leur vie. Les travailleurs n'ont pas failli à la tâche. C'est le sommet du système qui les a trahis, sacrifiant l'excellence et l'ingénierie sur l'autel froid de la rentabilité financière à court terme et du remboursement de la dette. Aujourd'hui, alors que le vent d'hiver siffle lugubrement à travers les verrières brisées de ces cathédrales de fer abandonnées, le silence de Haywang Duchesne résonne comme un avertissement solennel adressé à tous les géants économiques d'aujourd'hui, où rien n'est éternel. Aucun empire, quelle que soit sa puissance, n'est trop grand pour s'effondrer s'il cesse de regarder vers demain. Si cette plongée au cœur des rouages brisés de l'histoire industrielle vous a interpellé, prenez un instant pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous que la chute de ce titan aurait pu être évitée ou était-elle inéluctable face à la mondialisation? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur la grandeur et la décadence des empires qui ont façonné notre monde moderne. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage et à très bientôt.